Nous revoici, deuxième partie du plateau tournant. Comme vous le voyez pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, le plateau a tourné. On est désormais avec de nouveaux invités pour parler donc plus de l'industrie pour le coup, de parler des gros mots et de parler de comment on s'intègre dans l'industrie musicale dans le coin, comprendre un peu comment s'inscrire dans le paysage. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez retrouver tous les projets artistiques des invités et des personnes qui ont participé au podcast grâce à une magnifique playlist qui a été composée par la réalisatrice et membre de Fakir, Nastasia, à ma gauche, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Et donc, c'est la playlist Eye of the Tiger. C'est ça, sur le SoundCloud de Fakir, F-A-C-I-R. Tout à fait. Pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir d'inviter des nouvelles personnes. Et donc, en l'occurrence, on va commencer par l'extrême droite. Est-ce qu'on a encore le droit de dire cette expression ? Oui, la personne oui. qui est à mon extrême droite. Yes. Oh, merci beaucoup. Oh, merci. Magie. Chers auditeurs, vous ne voyez pas, mais il se passe des choses. On a désormais le droit de s'hydrater à table. C'est vraiment merveilleux. Salut Elia. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, tranquille. Tu portes le projet Ona. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un projet sur fond hip-hop plutôt à la fois classique et en même temps lorgnant fort vers le futur. Est-ce que Exact. j'ai une bonne description ? Yes, très bonne description. Merci. Très bien, merveilleux. À côté de toi, il y a Ingrid. Pardon, c'est là, il faut vraiment que je m'hydrate là. Salut Ingrid. Salut Chloé, bonjour tout le monde. Tu fais partie de la Fédération des Bookereuses et des Musiciennes Unies et tu es aussi la manageuse de Estelle Baldé. Non. C'est une erreur de ma Non, alors j'ai commencé à être manager grâce à une artiste qui s'appelle Emeline Toucourt. Ça a commencé par un E, donc c'était bien essayé. Mais on est peut-être encore dans du plus Je crois que alternatif. c'est le copier-coller des mails qui va pas du tout. Voilà, mais C'est sinon pas grave, parce que c'est moi qui prends, donc aucun problème. Ce sera donc moi l'idiote de la journée. En revanche, tu as mené une étude. Oui. Qui s'appelle Start. C'est une étude qui a été financée par Start Invest, Ouais. effectivement, qui est, dans le cadre, en gros, qui a été menée au nom du CCMA, donc du Comité de consultation des métiers des musiques actuelles, et donc qui regroupe toutes les fédérations professionnelles des métiers des musiques actuelles, dont Fakir évidemment, mais aussi Court-Circuit qui représente les salles, la FBMU. Les attachés de presse, les labels avec la FLIF, etc. Et donc, voilà. Et donc, je travaille avec l'équipe de Court-Circuit pour mener cette étude au nom du CCMA. Voilà. Étude du coup sur les filières. Sur les filières des musiques actuelles, exactement. Je Et te ça remercie. se termine et on présente les résultats le 15 février à Namur. Donc, on est vraiment sur la dernière ligne droite. C'est de... ouais. Ouais, c'est après-demain. Superbe. Et Julien Fournier à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. On peut déjà dire bonsoir. Oui, on peut déjà dire bonsoir. Et donc toi, tu travailles pour la Wallonie-Bruxelles Musique. Et donc notamment, tu es coordinateur au développement international. Là, je ne me trompe pas. Non, là c'est tout à fait correct, effectivement. Je dirige l'agence Wallonie-Bruxelles Musique, qui est un service public qui est chargé de soutenir le développement international des projets musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En fait, finalement, c'est beaucoup mieux de vous laisser vous présenter plutôt que je raconte n'importe quoi. Je vous propose de lancer la discussion par un nouvel extrait du podcast parce que ça fait une paye qu'on n'en a pas écouté et que c'est quand même un peu pour ça qu'on est là. Un extrait de l'épisode 1. Et donc, c'est Stan Bourguignon qui nous parle du rapport à l'entourage. Donc la nécessité pour une artiste de travailler avec un booker, une bookeuse, c'est principalement de pouvoir se décharger d'un certain nombre d'aspects de la gestion du projet, de son développement, pour travailler encore plus et encore mieux sur les autres aspects de la gestion et du développement. Un exemple très concret en introduction on parlait en première partie de la difficulté d'être seul et ensuite on peut s'entourer. Oui, mais l'entourage ne fait pas tout. Il répond potentiellement à une problématique d'autre, mais ne pourra pas entièrement répondre à l'isolement qu'on peut ressentir. Est-ce que ça vous fait réagir ou pas du tout ? Pas du tout. Si, tout à fait. Et à toi la parole. Disons que
Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de très vrai là-dedans, c'est que on parlait tout à l'heure dans le précédent podcast parfois de la sacralisation des artistes. Parfois, il y a aussi peut-être une sacralisation de ce que l'entourage peut faire, l'accompagnement qui accompagne les artistes. Et on a parfois l'impression que c'est la solution miracle. Alors déjà, d'une part, c'est une relation qui est humaine, surtout, enfin qui doit fonctionner parce que humainement, souvent, il faut qu'elle fonctionne pour que la relation professionnelle aussi puisse fonctionner, parce qu'on est constamment en lien les uns avec les autres, avec l'artiste, dans son développement, dans ses questionnements, etc. Et puis, bien sûr, pour le coup, pour les managers, donc qui essayent vraiment d'accompagner le projet dans les phases de développement, de stratégie, de mise en réseau, justement en contact et élargir les professionnels qui l'entourent. Il faut aussi que cette personne reçoive suffisamment de matière de la part de l'artiste, que ce soit la matière artistique à la base, mais peut-être aussi des idées, des envies, et que ça, évidemment, ça se fait en collaboration. Et donc, parfois, je pense que, enfin voilà, moi, je suis on va dire, manager récente, émergente, jeune manager. Bref, on peut dire ça comme ça. Donc, effectivement, j'apprends aussi sur le tas, un peu. J'ai appris sur le tas, j'apprends encore. Mais j'ai aussi pu remarquer que, voilà, des artistes qui m'abordent, parce qu'on est beaucoup sollicité malgré tout. Parfois on cette idée fausse qu'on va pouvoir tout solutionner à leur place, alors que c'est vraiment une collaboration. Ça demande un investissement de la part des artistes. Je vois que tu hoches de la tête. Je suis d'accord, entièrement. C'est que de la collaboration, en fait. Genre, je pense que si un manager faisait tout le boulot sans du coup l'approbation, ou en tout cas l'appui de l'artiste, ça donnerait pas forcément des bons résultats, quoi. En tout cas, moi, dans mon cas, je suis obligé pas d'avoir un œil sur tout, mais voilà, que ce soit avec ma manager ou même avec mes ingé-sons, ou imaginons quand on va travailler avec un booker, mais je pense que c'est important qu'on ait toujours cette collaboration et cette relation, en fait, cette relation sociale. Je pense que sans ça, je pense que c'est difficile de faire du bon travail. Et puis, pardon, tu veux peut-être... Non, mais je voulais dire, c'est vrai que ça a été aussi bien dit dans la première partie de l'émission, c'est que toute la partie formative, formatrice aussi de l'activité artistique, où on se base sur sa création, sa créativité, sa production, au plus de temps on va passer à essayer de comprendre les autres parties aussi du métier, des métiers qui sont composés dans la musique, au plus par la suite on va pouvoir aussi mieux comprendre comment se comporter avec l'ensemble des acteurs et des actrices qui composent le secteur et qui permettront d'avancer. Donc c'est vrai que je peux entendre, moi je suis pas artiste, j'ai jamais été, mais je travaille beaucoup avec des artistes et je peux entendre qu'il y a quelque chose qui peut être extrêmement frustrant et parfois un peu tannant de se dire qu'on doit faire déjà on doit écrire, on doit composer, on doit enregistrer, on doit être sur scène, toute l'activité, je dirais, le tronc principal de l'activité d'artiste. Qu'en plus, on se dit qu'on doit aller sur ces réseaux sociaux, qu'on doit des fois négocier des dates, essayer de comprendre comment on fait une scénographie. Enfin voilà, toutes les activités connexes à l'activité principale de l'artiste, c'est du temps investi, mais qui est pas du tout perdu. Même si on a l'impression de faire quelque chose d'annexe qu'on aimerait bien vite donner à quelqu'un d'autre pour pouvoir se concentrer sur l'activité créative à proprement parler. C'est quand même vraiment toujours un investissement, parce qu'on voit que sur la suite, c'est quelque chose qui permet d'appréhender de manière beaucoup plus lucide aussi toutes les propositions qu'ils vont avoir, toutes les étapes qu'il faut franchir aussi entre l'idée de la création et le moment où on va la présenter à un public. Et puis la relation en plus d'avoir un ou une managereuse, c'est justement de pouvoir échanger déjà avec quelqu'un et pas de se retrouver tout seul à essayer de cogiter, et d'avoir ce recul extérieur que cette personne-là peut t'apporter. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans la relation que toi tu peux avoir avec ta manageuse Martha, si je me souviens bien, où yes. Tu es le premier artiste qu'elle manage, et en fait c'est toi qui es venu vers elle parce qu'à la base elle a pas forcément cette formation là, un peu comme peut-être toi Ingrid, où tu t'es lancée justement avec l'artiste que tu suis, et je trouve ça assez intéressant aussi de se dire que en fait ce qui compte le plus c'est aussi ce feeling que tu peux avoir avec, et l'implication que la personne va avoir sans forcément qu'elle ait les bases du management. Ouais, je suis d'accord. Nous on travaille qu'au feeling, par exemple, c'est que ça en fait. Nous, notre projet est basé sur le feeling, et c'est primordial pour nous.
Mais il faut surtout dire, et là du coup je vais peut-être mettre la casquette de ce qui m'a occupé pendant un an, c'est-à-dire l'étude sur la filière et le secteur des musiques actuelles en Belgique francophone. On a effectivement constaté par les questionnaires qui ont été envoyés, mais surtout par les rencontres qu'on a fait et les interviews qu'on a menées, parce qu'on a travaillé en fait avec 2 universités, l'université libre de Bruxelles, leur centre de recherche métis, sociologie du travail, avec qui on a vraiment beaucoup élaboré ou questionné les conditions de travail, la manière dont fonctionnent les opérateurs et les différents agents et métiers de la musique. Et on s'est rendu compte que effectivement il y a pas vraiment de route définie ou même de vrais cursus de formation qui nous mènent à ces métiers-là. Généralement, on y entre un peu par hasard pour la plupart des gens, à l'exception peut-être, et ça c'est ceux qui rentrent peut-être le moins de manière un peu au hasard, les musiciens et musiciennes qui passent par des conservatoires ou autres académies, mais il y a effectivement une certaine flexibilité et fluidité dans le secteur qui impose quelque part que cette relation entre les gens qui travaillent ensemble, elle est importante, surtout dans un monde où, on l'a déjà dit, effectivement, la rémunération n'est pas toujours là et qu'on travaille on fait beaucoup de travail qui n'est pas rémunéré, qui est invisibilisé. Et donc, forcément, ça c'est important. Après, ça entraîne parfois aussi des aléas, c'est que on peut peut-être paraître amateur, ou il faut vraiment acquérir beaucoup d'expérience pour devenir ou pouvoir exceller dans son métier, avoir les bons contacts, avoir beaucoup observé, peut-être lire aussi, et comme ça maîtriser un peu mieux les compétences et son métier au final, quoi. Donc ça peut prendre parfois plusieurs années, certainement. Ouais. Et du coup, moi, je me demandais un petit peu quelle a été la place de Martha, ta manageuse, quand elle est arrivée. De quelle manière elle a influé en fait sur ta carrière et ton parcours. Je connais déjà un peu la réponse comme t'es dans l'épisode bonus et que je t'ai suivi pendant ta résidence à Francophone, mais. Elle a impacté tout. En gros, moi, je manquais de structure. Je savais où je voulais aller. Comme les artistes qui étaient ici précédemment, nous, notre but, c'est que les gens nous écoutent et que voilà, on fasse Forêt Nationale, qu'on fasse l'ancienne Belgique et tous ces trucs-là. Notre but premier, c'est ça en fait, c'est simplement d'être reconnu à notre juste valeur. Et moi, quand j'ai rencontré Martha, en fait, on a un peu remis des bases avec genre des rétro-planning, avec vraiment en fait structurer le projet. Ok, donc toi, tu fais ça comme style de musique. Maintenant, tu vas me définir en quelques lignes qui tu es. Et on est parti en fait sur cette base-là. Avec elle, en fait, on a tout structuré, le noyau de ce qu'est Ona aujourd'hui, et je la remercie, elle est dans le public et je la remercie pour ça, parce que en fait, elle c'est 50% Ona et moi je suis 50% Ona. C'est vraiment tous les jours on s'appelle minimum 1 heure, 1 heure et demie pour développer le projet davantage, quoi. Donc Martha, elle a été là pour tous les aspects de Ona en fait. Elle est aussi productrice de Ona, elle est bookeuse de Ona, elle est directrice artistique de Ona. En fait, c'est mon binôme. Donc voilà, donc elle était là pour tout. Et comment on circonscrit justement quand on est un peu tout et le binôme mais qu'on a d'autres artistes en même temps? Mais là, c'est du coup je suis son seul artiste. On collabore avec 2 beatmakers, Rocco et Dumbeat, qui font partie aussi du projet Ona. Mais sinon, je pense que pour elle, ça doit être beaucoup d'énergie, je pense. Genre, ça doit être difficile d'avoir plein de casquettes en même temps, je pense. J'avoue que la question était aussi principalement pour ça. Oui, mais c'est sûr que le manager, alors moi je travaille avec plusieurs artistes, mais parmi les différents projets, effectivement, il y en a vraiment que 3 où vraiment je fais un travail de type management et donc d'accompagnement. Pour les autres, c'est plus du soutien administratif, du booking, ce genre de choses. Donc, ça prend moins de temps parce qu'effectivement, pour bien faire son métier de management, c'est quelque chose qui peut, et surtout par phase aussi. Il y a des phases dans les carrières des artistes. Au moment où il y a une création et que il faut préparer les sorties et puis la com et comment se présenter, et les dates et les tournées, etc. Là, ça peut être effectivement beaucoup d'heures à passer sur les... Et donc,
voilà, il faut effectivement choisir ces projets, ce qui fait que on n'est pas nombreux non plus. À la FBMU, on représente donc la Fédération des Bookers Managers qu'on a créée en 2020. On est une 50aine de structures, mais dont une bonne partie sont aussi uniquement spécialisées dans le booking, donc la diffusion, la recherche de dates. Et puis, on va dire, je sais pas exactement le pourcentage, mais j'imagine que la moitié font du management aussi. Mais donc, effectivement, par rapport à tous les artistes qu'il y a, alors tous les managers ne sont pas encore nécessairement à la FBMU, donc s'il y en a qui nous entendent, n'hésitez pas à venir toquer à notre porte et nous rejoindre également. Mais voilà, c'est effectivement des choix qu'on doit faire et une relation rapprochée. Et Wallonie-Bruxelles Musique, du coup, accompagne aussi les artistes à l'étranger. Quel va être votre type d'implication dans leur carrière, dans leur exportation de musique, en fait? Alors nous, on a l'habitude de dire qu'on ne fait pas avancer une machine, on huile les rouages d'une machine qui avance déjà. Donc, c'est-à-dire que l'énergie, l'impulsion doit venir de la partie artistique, donc l'artiste, son entourage, qui doit être vraiment l'auteur de son et l'autrice de son histoire. Nous, on vient lui apporter des soutiens au moment où il ou elle en a besoin, et singulièrement, comme nous, on travaille sur l'international, c'est vraiment dans ce sweet spot entre j'ai fait déjà un petit peu, j'ai une petite histoire en Belgique, donc j'ai déjà fait des concerts, j'ai un petit peu de presse, j'ai une reconnaissance du secteur. On pourra peut-être définir ce que c'est, mais il y a une reconnaissance du secteur déjà pour le projet, et il y a une volonté, et aussi une intention un peu stratégisée, donc avec une réflexion sur la manière dont on va aborder tel ou tel pays. À partir de ce moment-là, nous, on dispose d'outils. Il y a des outils financiers qu'on pourra peut-être détailler après, mais ça c'est pas très fun comme partie, mais il y a aussi et surtout beaucoup de discussions, beaucoup de conseils, même si nous c'est plus vraiment on observe beaucoup, on est énormément sur les marchés étrangers, donc on va beaucoup dans les festivals internationaux, principalement en Europe. On parle beaucoup avec les personnes là-bas, donc on ramène aussi ici en Belgique une espèce de connaissance du coup d'après dans ces territoires-là. C'est-à-dire que comme on est en connexion permanente avec les secteurs principalement limitrophes de la Belgique, on peut ramener, c'est une partie de notre travail, c'est de ramener vraiment les réseaux ici en Belgique et les connaissances pour que les artistes et leur entourage puissent en profiter, pour faciliter alors leur développement. Mais c'est jamais, par exemple, il y a une notion qui me revient quand même assez fréquemment dans les discussions. On me dit, moi personnellement, mais aussi mes collègues, vous avez décidé de ne pas soutenir ça, ou vous avez décidé de soutenir ça. Mais nous, en tant que service public, on passe toujours par une validation du secteur. Donc, la plupart du temps, quand je parle avec des projets musicaux qui me demandent qu'est-ce que je dois faire pour aller jouer en France, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, nous, on peut mettre en place effectivement petite formation, des discussions. Je passe une très grande proportion de ma semaine à parler avec des gens en rendez-vous. Mais il faut surtout convaincre le secteur en Belgique francophone. Enfin, c'est concentrique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord convaincre la personne qui est à côté de soi, et puis celle qui est à 50 mètres, et puis 100 mètres, et puis ça va... déjà, ça va irradier, et puis en plus, le réseau lui-même va prendre le relais. Donc voilà, nous, on est là pour un peu juste raccrocher au moment où il y a un petit cliquet supérieur qui doit se faire. Nous, on a des outils qui permettent de raccrocher ce wagon pour la prochaine étape, quoi. Et en même temps, ça se rapproche un petit peu de la définition que donnait justement Stan Bourguignon auparavant de l'accompagnement, qui arrive qui est différent du coup de ce que vous racontez, et qui est intéressant, un accompagnement qui est plus qui va arriver en plus, mais qui ne pourra pas englober tous les rouages de le développement de son projet. Et justement, Stan Bourguignon, pour ceux qui nous écoutent, il est administrateur chez Fakir et booker chez Chouette ASBL. Et justement, tu as soulevé une autre question. En tout cas, moi, ça soulève une autre question chez moi, mais j'aimerais bien du coup proposer d'écouter un autre extrait dont il parle. Justement, il parle de ça. Il faut chercher à s'adresser aux bonnes personnes. Il faut chercher à se mettre à la place des personnes à qui on s'adresse. Un programmateur, une programmatrice qui choisit un projet a des raisons de le faire, on a toujours, et c'est normal, il faut le comprendre et savoir comment est-ce qu'on peut ou non arriver à correspondre, ou en tout cas faire valoir le fait que oui, on correspond à ces besoins-là.
variation musicale. Signé Clément Nourri et Lynn Cassier quand même. Lynn Cassiers, pardon. C'est quand même magnifique. Un habillage sonore de qualité. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que moi, ça me pose toujours la question de... Voilà, on parlait de l'accompagnement des artistes. Comment on fait... Enfin, je trouve qu'il y a un peu un paradoxe au niveau de l'accompagnement de l'entourage. C'est en début de carrière, quand on se lance, c'est vital pour se développer d'avoir un bon entourage, mais en même temps, pour être découvert, il faut déjà... On va demander déjà à un artiste d'être identifié, d'avoir un public. Enfin voilà, tu en parlais plus tôt. Comment ça se passe? Que c'est quand même un paradoxe fort. Comment on fait pour se faire découvrir? Enfin, c'est vital et en même temps, comment on fait, quoi? Mais j'ai envie de dire que même des groupes qui se lancent, en fait, souvent, il y en a beaucoup qui vont avoir des managers qui vont être des amis, qui vont à un moment donné s'en occuper, et ça peut être temporaire parfois, justement le temps qu'ils arrivent à suffisamment structurer pour pouvoir se présenter à des personnes, des structures plus reconnues, on va dire, au sein du milieu, ou alors ils vont effectivement le faire eux-mêmes. Ou alors, effectivement, il y a de plus en plus, je crois, des personnes qui, un peu comme moi, ont commencé, voilà, par hasard, ne sachant pas trop, même que c'était un vrai métier, et qui prennent goût et qui peut-être à un moment donné envisagent d'en faire un métier. Et je crois qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui, effectivement, se lancent dans l'accompagnement des artistes. Et donc, ils sont en émergence un peu avec eux aussi. Et donc ça arrive beaucoup dans beaucoup de groupes. Il y a, ou même parfois quand ils sont à plusieurs sur scène, une des personnes sur scène prend un peu le chapeau du manager et c'est cette personne qui gère un peu plus les agendas et les mails et les contrats et autres. Donc il y a quelque chose de très organique qui de toute manière se fait dans tous les projets. Et effectivement, la difficulté parfois est peut-être d'arriver au bon moment et de rencontrer la bonne personne qui pourrait nous aider à faire évoluer le projet peut-être un pas plus loin dans la direction, les ambitions qu'on a et qu'on s'imagine, quoi. Est-ce que Elia, tu peux rebondir peut-être là-dessus sur comment on fait pour se faire, enfin, je sais pas, pour se faire repérer alors que c'est au tout début, enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut le provoquer aussi d'une certaine manière. Il faut se rendre compte aussi du marché dans lequel tu te trouves, selon ton style de musique, et te rendre compte que si tu veux te faire repérer, il faut te faire remarquer. Donc, comment te faire remarquer? Sortir de la masse et proposer peut-être quelque chose de différent. Et je pense que tu peux peut-être commencer par là. Moi, après, c'est ce que j'essaye de faire avec Ona. Je garantis pas qu'on le fait à 100%, mais en tout cas, moi, c'est cette optique-là que je me mets. Et à partir de ce moment-là où tu as cette optique-là, tu fais des petits, nous pour le rap, des open mic, tu essayes de montrer ta tête à gauche, à droite. Et une fois que tu as montré ta tête, il y a toujours un moment où quelqu'un va être intéressé. En tout cas, je pense, par la force des choses, si tu crois vraiment en ton projet, si tu crois vraiment et si tu le défends bien, je pense qu'au bout d'un moment, il y a peut-être ton pote qui va venir te trouver. Ah ouais, c'est bien ce que tu fais. Peut-être je pourrais t'aider pour te manager. Je prends le téléphone quand tu as une petite date de concert. Et puis, ça se trouve, ce pote-là, il connaît en fait le manager dans tel artiste. Et en fait, je pense que c'est que des réactions en chaîne, en fait. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Oui, et puis il y a ce truc aussi où tu as adopté cette démarche de vouloir participer à beaucoup de tremplins et de concours, parce que on en parlait, c'était un peu la conclusion de la première partie, et du coup peut-être avoir ton retour aussi là-dessus, François, qui finissait en disant que finalement il y a une approbation qu'on cherche du secteur, une reconnaissance en fait, et ça commence peut-être par là dans ton projet avant même de la chercher du public, et c'est un peu ce que tu as fait. C'est carrément, c'était le but de se faire remarquer par les professionnels pour en fait jauger entre guillemets la qualité du projet. Si les professionnels vont aimer, pour quelle raison le public n'aimerait pas? Nous, c'est un peu ce qu'on s'est dit. Et ouais, nous, pendant l'AONA, avant j'étais dans un groupe de rap à Liège, puis j'ai migré vers Bruxelles en 2000. Ça fait 2 ans et demi qu'on est avec le projet ONA, Martha et moi. Et en 2 ans et demi, ce qu'on a fait, c'était vraiment que se concentrer sur le secteur de la musique à travers les concours, même en France. On a eu la chance de gagner un concours qui s'appelle Le Collectif, un concours créé par le studio des variétés et YouTube Musique. Donc pour ceux qui nous regardent, inscrivez-vous l'année prochaine. Ça vaut vraiment la peine, beaucoup d'accompagnement et beaucoup de contacts aussi. Et ouais, voilà, nous, on a fait tous les concours, je pense, sur mycoursecircuit.be. Chaque fois qu'il y avait un appel, pouf,
pouf, pouf. Et par la force des choses, on a été quand même sélectionné à pas mal de concours. On les a pas tous gagnés, mais on a quand même été en demi-finale de court-circuit du F Dantex. Et inévitablement, tu montes ta tête. Peut-être le projet n'était pas assez mûr à ce moment-là, mais ça évolue. Et peut-être un jour, il y a quelqu'un du F Dantex qui va me dire « Ah ouais, j'ai peut-être une date pour toi là. » Donc voilà, nous, c'est comme ça qu'on fait. Oui, c'est une industrie de personnes. Donc, très clairement, à partir du moment où on veut commencer à se développer, le fait de se montrer, aller dans les soirées, aller dans les festivals, aller dans les concours, peut-être de temps en temps se planter, se faire claquer la porte dans un concours, mais au moins on s'est retrouvé dans des listes, on a le nom a circulé, il y a des choses. Enfin, on voit qu'il y a un truc un peu, c'est très difficile c'est un peu vaporeux comme réalité. C'est juste, on entend le nom là, on dit tiens ça, machin m'en a parlé. Je l'ai entendu, truc la bouquet. Nous on travaille plutôt sur l'international et comme la Fédération Wallonie-Bruxelles est vraiment toute petite, l'international, il vient quand même assez rapidement. Je veux dire, si on veut développer un projet et pouvoir en vivre, on doit assez rapidement pouvoir trouver des relais à l'étranger et dans ce cadre-là, c'est vraiment hyper important aussi d'avoir dans son propre territoire des personnes qui vous connaissent parce que c'est pas le projet artistique généralement qui va à l'étranger en premier. C'est d'abord les programmateurs de festivals, les bookers, de temps en temps les managers. Donc c'est l'entourage qui va d'abord être peut-être avant les réseaux sociaux parce qu'il y a les professionnels ont aussi d'autres canaux d'information sur la manière dont eux découvrent des nouveautés. C'est pas spécialement parce que t'as plein de fans sur TikTok ou Instagram qu'un professionnel qui va pouvoir t'aider dans ta carrière va prendre le relais à ce moment-là. Il y a une question aussi de confiance c'est-à-dire que le professionnel à l'étranger qui se dit peut-être je vais te booker même dans une petite salle. Il va généralement, moi, ce que je peux observer, c'est qu'il va se retourner vers un peu son pendant en Belgique. Donc se dire, tiens, c'est quoi les petites salles qui ressemblent à ce que je fais moi Est-ce que cette personne, tu l'as bookée, elle, qui vient me voir pour me demander si je peux la booker. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on s'est montré, où on a été dans ces endroits-là, on maximise évidemment ses chances. Tu t'as dit quelque chose que je trouve... Enfin, désolé, je le ramène à une réalité covidienne, mais si je puis dire, ces rencontres un peu informelles tout ce temps. Bon, alors là, ça nous ramène à la discussion précédente de Hello, la charge mentale de l'artiste, qui doit, en plus de faire ses réseaux sociaux, en plus de créer, être aussi à tous ces événements où se montrer. Je parle pas de concours, mais là, je parle vraiment de ce que tu disais, les concerts, aller voir les copains et tout. Comment on fait en ce moment pour trouver des artistes et les rencontrer aussi de façon informelle quand y a plus trop de programmation culturelle, quoi? Alors, dans la période actuelle, effectivement, c'est un peu compliqué. Moi, je te répondais plutôt de manière globale et générale, ouais. Mais non, clairement, je trouve que ce qui est assez beau et que moi, je trouve qui me fait vraiment plaisir de voir dans la période passablement merdique qu'on est en train / qu'on a vécu, c'est que en fait, on a vu qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, tout le monde, et ça existait très peu, on se parle beaucoup, puisqu'on a un petit secteur, il y a beaucoup de gens, il y a, comme c'était dit un peu avant, on a aussi la chance d'être dans un secteur où il y a de la concurrence, il y a de la compétition, mais il y a aussi beaucoup de discussions, il y a aussi beaucoup d'entraide, et il y a quand même, c'est un peu moins le Far West que dans d'autres territoires en Europe, quoi, entre les personnes qui travaillent dans le secteur. Mais ce que j'ai trouvé très beau, donc il y a cette réalité de discussion qui existe depuis très longtemps, mais que là, pendant ces 2 dernières années, il y a eu vraiment une volonté de création de structures, de réseaux, de discussions, comme la FBMU, le CCMA, avec Wallonie-Bruxelles Musique et d'autres, on a créé aussi Civias, il y a d'autres. Il y a MEWEM qui est un autre projet de réseau de femmes dans la musique qui sont des choses qui nous permettent vraiment de se structurer. Et c'est pour rebondir sur la question que tu me posais où j'ai pas de solution parce qu'effectivement là pour le moment c'est très compliqué de rencontrer des nouvelles personnes. Et quand il y a des Zooms ou quand il y a même, parce qu'on en fait, enfin en tout cas j'en fais des réunions où on est 35 derrière un Zoom, chacun parle 4 minutes et puis quand on a fini de parler, c'est fini. On parle pas de qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi ou ce qu'on va faire demain. On est sur quelque chose de très très focalisé sur un point. Une fois qu'on a terminé de parler, donc tous ces trucs-là ont disparu. Mais donc je pense que ce qui est beau par contre, c'est que j'observe à l'intérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles une vraie volonté de se dire ok, maintenant on n'a pas l'occasion de faire des concerts, on n'a pas l'occasion d'aller à l'étranger.
il y a beaucoup de gens ont écrit pendant la première année, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut garder avec nous pour la suite, une fois qu'on va reprendre? Qu'est-ce qui nous aiderait dans cet après? Et je pense que le réseau et le fait qu'on se soit structuré en réseau et que le CCMA et le VMU soient apparus, mais aussi la FLIF qui préexistait, mais qui s'est aussi un peu renforcée. Il y a le secteur musical principalement alternatif, parce qu'en fait c'est 90% du secteur musical en fédération. C'est quand même bien, je trouve, a bien pris le temps de se poser, de se dire, un peu obligé aussi, mais de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ce serait pas le moment justement de renforcer ces fondations pour que quand ça reparte, on soit plus fort vis-à-vis du politique, vis-à-vis des publics, vis-à-vis de... Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner dans cette période, dans laquelle il n'y a pas grand-chose de positif par ailleurs à souligner. Tu veux compléter peut-être? Non, mais ça va, il y a quand même... Alors je sais, c'est vraiment pas Jojo, mais il y a quand même parfois quelques petits trucs à droite, à gauche, et du coup, il faut les saisir, quoi. C'est ça qu'il faut faire, il faut essayer de sortir et revivre l'humain le plus possible, et dès qu'on peut. Et de un, parce que ça nous fait du bien, de deux, parce que les salles qui le font, ou que ce soit même des cafés-concerts, c'est cool de les soutenir aussi dans ces démarches-là. Et puis, voilà, les rencontres, parfois, elles sont fortuites et elles peuvent se passer là justement aussi et changer la route. Enfin moi, pour la petite histoire, quand j'ai proposé à Emeline Toucourt de l'aider, parce que j'ai pas dit manager à l'époque, comme je disais, je savais pas du tout ce que c'était vraiment et que c'était un métier, mais j'avais dit oui, j'ai un peu de temps, je peux un peu te donner un coup de main. C'était à la sortie où elle a fait un concert dans un petit café à Bruxelles, et voilà. Donc effectivement, ça peut se passer aussi comme ça. Donc n'hésitez pas. Est-ce que ce serait pas un moment question, peut-être? Fabien, il y en a pas? Non. N'hésitez pas à en poser si jamais en commentaire quand même. Hein. Oui, non, c'est vrai qu'on est à la moitié de la deuxième partie et il restera encore un temps, malgré nos discussions dynamiques, pour des spectateuristes qui auraient envie de commenter. Il y a quelque chose, on parlait donc de la rencontre, ok, la rencontre avec l'entourage. Après, il y a aussi, alors là, j'ai plus, en même temps, non, je vais me tourner vers vous trois, mais je le ramène encore une fois dans un contexte de pandémie mondiale. Pourquoi? Parce qu'aussi dans le podcast ne va pas traiter de cette actualité-là, et c'est super intéressant parce que du coup c'est d'autres outils. Pour autant, comment aujourd'hui on fait par rapport à la programmation, justement pour programmer notamment des artistes émergents quand il y a un embouteillage de sorties? Alors ça, ce serait plutôt à des programmateurs de répondre, mais moi ce que je peux voir, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui est assez problématique. Et puis bon, c'est vraiment des suppositions, parce qu'en vrai on n'est pas encore vraiment repassé dans une période où on peut s'attaquer à tout le backlog des choses qui auraient dû se faire et qui sont reportées une première fois, puis une deuxième et parfois une troisième. Mais c'est vrai qu'il y a un problème fondamental, c'est que il y a tous les projets qui sont sortis au moment de la pandémie, qui n'ont pas pu vivre au moment du début de la pandémie, je veux dire, qui n'ont pas pu vivre vraiment leur course normale de fonctionnement, de développement. Puis il y a tout ce qui s'est écrit pendant tout ce moment-là. Et puis il y a les choses qui se font maintenant, aujourd'hui, là, actuellement, et qui continuent. Et avec la rapidité avec laquelle les choses se consomment et passent aussi, je veux dire, sur les réseaux, enfin déjà avant la pandémie, un album, si on avait de la chance, avait une durée de vie de 3 à 6 mois, vraiment, où on pouvait l'exploiter en réalité correctement. Là, je pense que ça s'est pas mal réduit. Et puis là, en plus, on se retrouve avec une situation où toutes les personnes qui sont aux portes, donc les médias, les programmateurs, les programmatrices, les gens qui travaillent dans les salles, les festivals, se retrouvent avec tout ce qu'ils devaient reprogrammer, plus tout ce qui arrive maintenant. Et ce qu'on observe, et je crois que c'est vraiment, c'est pas Jojo à dire et à entendre, mais je crois que il y a une bonne partie de tout ce qui s'est fait pendant ces 2 années sur lesquelles, qui ne pourront pas exister d'une certaine manière, parce que la rapidité de consommation de la musique et la production qui continue comme ça sans cesse fait qu'aujourd'hui, un programmateur, mais encore une fois, il faudrait les avoir ici pour qu'ils puissent répondre, mais j'ai l'impression que ça va être très difficile d'apurer en fait ces 2 ans de rien, enfin en tout cas pas de rien évidemment en termes de création, mais je veux dire de communication au public, quoi. Et ça c'est sûr que là pour le moment
actuellement, moi, j'ai pas de solution par rapport à ça. Oui, et puis ce gap qui a été aussi financier du côté des artistes, il l'a été, je pense, aussi pour les salles. Et ce que je pressens par peur, c'est que malheureusement, il y a un peu ce retour en arrière où, du coup, les salles, pour compenser, vont prendre peut-être moins de prise de risque. Et donc, ça va pénaliser qui? Les artistes locaux émergents, émergentes. Donc, il y a aussi cette question-là à anticiper, quoi. Je pense par contre, excuse-moi juste, c'est parce que la question des artistes locaux, je pense par contre que ça, c'est aussi quelque chose qu'on observe ces derniers temps. Comme il y a des incertitudes sur le trajet, le voyage, il y a quand même quelque chose qui va, à mon sens, et que je vois dans certains autres festivals européens, où il y a justement un recentrement vers la localité et vers le fait qu'on se parle, on programme des choses de chez soi parce qu'on sait qu'eux, ils pourront venir. Et que, enfin, tu vois qu'en termes de programmation dans les festivals et dans les salles, on va plus programmer des artistes locaux justement parce voilà. que c'est plus facile. Oui, parce qu'il y a une sorte de certitude qu'on est dans le même ensemble et donc ces personnes-là vont pouvoir venir. Il n'y a pas un aéroport qui va les arrêter entre les deux. Oui, cependant, le seul corollaire qu'il y a avec ça, c'est qu'on remarque quand même, et ça c'est notre expérience aussi à beaucoup de managers bookers, c'est que parfois on se rend compte que effectivement les deux réalités sont vraies. Donc d'une part la moindre prise de risque et peut-être aller vers des artistes plus reconnus qui vont remplir leur jauge, même si elle est réduite au 100% de la réduction de jauge, on va dire, pour minimiser le risque financier. Et par contre, si ça c'est pas possible, effectivement se tourner plutôt vers les artistes de chez nous, j'ai envie de dire, mais parfois avec des conditions de rémunération en deçà de ce qui se faisait avant, quoi. Donc moi j'ai ici reçu alors c'était pas dans une salle, c'était plutôt quelqu'un qui fait ça de manière plus occasionnelle, mais ils m'ont proposé des revenus, un contrat bénévole, plusieurs contrats bénévoles étalés sur je veux dire un truc absurde que je n'avais jamais vu avant, et donc où effectivement les conditions de rémunération risquent aussi malheureusement de se détériorer, ouais, exactement. Et je pense que par contre il y a une certaine réflexion qui se fait aussi au niveau de certaines salles ou de certains programmateurs, soit aussi à revoir un peu, parce qu'on a un peu constaté ces 2 dernières années, alors est-ce que ça va rester comme ça, on ne sait pas, cette espèce de saisonnalité de cette pandémie, et donc peut-être revoir un peu les moments où on programme même en salle, plus en été ou quoi, ou alors même d'autres qui se dirigent plutôt vers des concepts de concerts vraiment en plus petit format, plus intimiste, où effectivement il y a tout à fait une autre manière de concevoir le rapport, la rémunération, le prix juste par le public qui vient pour un moment très intime, j'ai envie de dire, avec les artistes, et du coup peut-être trouver une solution par là. Oui, et puis comme tu disais justement, nous du côté de nos membres, on a déjà des retours où on nous dit déjà que les cachets ont baissé, voire qui sont nuls en fait, et peut-être rebondir là-dessus parce que je sais qu'il y a Biche de Ville qui est dans le public et qui a une question. Peut-être au micro. Je suis auditeur là du coup, mais je pose la question parce on parle beaucoup donc, de l'entourage de l'artiste. Dans la conversation d'avant, donc François parlait du fait que en tant que programmateur, il allait regarder d'abord un mail qui venait d'un booker ou d'une bookeuse qu'il connaissait, et donc ici on a dont ta bookeuse finalement c'est faite sur le terrain avec toi. Si j'ai bien compris. Moi, j'ai pas de booker ni de bookeuse. Non, mais je veux dire que ta manager gère ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ici, Ingrid aussi, qui finalement a démarré est-ce que, de rien, pardon, c'est pour pas dire rien, mais pas dans la musique. Mais pas dans la musique, voilà, c'est ça que je cherchais. Est-ce que pour justement avoir ce crédit où on vous fait passer au même titre qu'un booker ou une bookeuse qui a déjà un background, est-ce que vous avez eu ce crédit directement, ou comment ça s'est passé, ou est-ce que vous avez été considéré du coup comme un ou une artiste qui viendrait directement demander? Je réponds. Oui, tout à fait. Du coup, pour le même coup, ça voudrait dire, est-ce que je peux demander à ma meilleure amie d'être ma bookeuse, et est-ce qu'elle va avoir plus de crédit que finalement que moi en tant qu'artiste?
Moi, je pense que c'est si on veut faire ça un peu correctement, ça prend du temps. Alors moi, personnellement, je vais juste vraiment parler de moi et après, il y a des gens qui vont fonctionner autrement, qui ont des parcours différents. C'est sûr que quand j'ai commencé, je m'étais fixé un peu un délai où je me suis dit, tiens, après autant d'années, j'aimerais bien que ça me rapporte peut-être une partie de mes revenus sur l'année ou voilà que je puisse avoir déjà fait tel ou tel projet avec mes artistes etc. Et donc j'ai mis évidemment des objectifs qui me sont propres et donc aujourd'hui je suis encore là, donc j'estime qu'il y a encore du parcours à faire, donc mais pour moi c'est quelque chose effectivement que j'ai vu aussi d'une manière peut-être entrepreneuriale entre guillemets, avec un projet où je sais que ça se développe pas du jour au lendemain, je pense. À partir du moment où effectivement, on l'a déjà dit, le milieu est un milieu quand même qui se connaît, où il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont des manières de fonctionner ensemble, qui pour elles semblent fonctionner bien et tant mieux parce que voilà, c'est dans un intérêt commun, donc de collaboration, etc. Forcément, parfois, c'est pas évident toujours d'arriver en disant coucou, je suis Ingrid, maintenant je suis manager de tel artiste et maintenant tu me prends en sérieux. Non, forcément ça demande du travail, ça demande à aussi pouvoir justifier de ce que tu as fait, montrer que oui, on part en tournée, oui, on a près de 100 dates dans une année de non-Covid avec les artistes. Oui, enfin voilà, et puis il faut le communiquer et puis tout ça s'apprend et il y a des gens qui, peut-être parce qu'ils viennent d'autres parcours que moi, ou vont faire ça plus vite que moi, ou plus lentement que moi, d'autres vont peut-être jamais y arriver. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un parcours professionnel qui correspond un peu à n'importe qui se lancerait dans un nouveau projet et qui doit juste savoir pour soi-même c'est quoi les objectifs qu'il se fixe et les échéances qu'il veut, dans lesquelles il veut les atteindre, quoi. Voilà. Anna, Julien, vous voulez rebondir peut-être là-dessus? Non. Tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, les artistes qui étaient présents et présentes ont dit qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment d'erreur et je pense que c'est un peu, ça se rejoint un peu là aussi, c'est qu'effectivement, il y a toute une période où ça demande de l'abnégation parce qu'on va se faire claquer la porte à la tronche, parce qu'on va mettre beaucoup de travail dans quelque chose et le résultat va pas être super satisfaisant en direct, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ces échecs et qu'est-ce que bon, après c'est un peu cliché de dire ça, mais enfin c'est apprendre ses échecs, c'est hyper important et c'est aussi comme ça qu'on rentre dans ce cercle là, c'est que on rentre là-dedans, des fois on se fait défoncer parce que voilà, soit on n'était pas prêt, soit la personne en face est de mauvaise foi, ou enfin peu importe la raison, mais on essaye, on rentre dedans, et puis la manière dont on va réagir à ça, est-ce qu'on reconstruit là-dessus, est-ce que on challenge cette décision, est-ce qu'on c'est aussi la manière de rentrer dans le cercle, peut passer par ces échecs et ces erreurs, mais c'est vrai qu'il y a pas comme on disait, il y a pas vraiment de formation, il y en a quelques-unes, mais elles sont pas c'est pas les personnes qui sortent de ces formations là qui travaillent le plus dans la musique aujourd'hui en fédération, et donc je crois que c'est vraiment aussi la manière dont on se confronte à ce secteur-là et qu'on essai-erreur, et puis on devient meilleur, on connaît plus de monde, on montre sa personnalité aussi, parce que, comme je disais, c'est un business de personnes, et donc clairement, la personnalité de la personne, de l'artiste, évidemment, parce qu'il y a toute la partie public, mais l'entourage, c'est aussi super. Enfin voilà, la personnalité de l'entourage est quelque chose d'extrêmement important aussi, et se construit. La rencontre entre la personnalité de l'entourage et le secteur dans lequel cette personne veut s'intégrer, c'est ça aussi qui crée l'évolution, quoi. Pas mal. Je pense que ça ouvre plutôt bien à la dernière écoute qu'on a. Oui. Il nous reste 10 petites minutes. Je propose de conclure sur cette écoute et ensuite de ne pas discuter de cette écoute, parce que justement c'est un dernier extrait, donc c'est un extrait du hors-série de l'épisode de cette saison, et c'est Cyril le Krakenizer qui parle. Exactement. Et qui va justement parler du rapport entre la pratique et la philosophie liée à l'artiste. Ouais, moi je suis pas hyper à l'aise avec cette notion d'amateur, pro, semi-professionnel. Enfin, pour moi, c'est de l'art avant tout, et l'art c'est une pratique, c'est une démarche personnelle, et c'est une démarche d'exploration de soi en fait. Et c'est un parcours qu'on fait avec ses amis si on est dans un groupe de musique.
Je crois qu'ici, tu as affaire à des musiciens qui sont plus dans une démarche de construire quelque chose, un projet humain, avec un projet artistique derrière, et pas de construire de la musique comme on construit une entreprise ou un projet qui est destiné à un public ou destiné à un marché. Et donc, je pense que dans notre univers, la notion de professionnel, la notion d'être un musicien de carrière n'a pas énormément de sens, en fait. Il n'y aura pas d'habillage sonore pour ce dernier extrait. C'est intéressant de terminer par lui parce qu'effectivement, il raconte quelque chose qui n'a pas forcément une parole qu'on n'a pas forcément entendue aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous invite à aller écouter les différents épisodes de cette première saison de Eye of the Tiger, puisque effectivement, on va entendre différents discours, que ce soit d'artistes, d'accompagnateurs et d'accompagnatrices, dans le parcours professionnalisant de l'artiste. Pendant ces 2 heures qui sont passées affreusement vite, disons-le, je vois que tout le monde opine du chef, donc je vous le confirme. On a parlé effectivement de l'isolement, de l'importance d'exister en faisant sens avec ce en quoi on croit et en même temps par rapport aux objectifs qu'on peut se donner. On a aussi parlé du fait qu'en ce moment c'était galère, certes, mais que, attention, on n'est pas non plus dans le Far West ici, et donc, eh bien, hurrah, il y a des possibilités. En se fédérant et en étant plusieurs, eh bien, on peut enrichir les discussions, certes, et aussi s'aider à construire malgré une pandémie mondiale. Voilà, je vois que le public est déchaîné en face de moi. Merci Biche de Ville. Merci à vous 3 d'avoir participé, d'avoir partagé votre expérience. C'était très enrichissant. Merci à vous. Merci à vous. Natalia, merci beaucoup à toi. Merci à Fakir qui a lancé du coup cette table ronde aujourd'hui. Bravo pour ce podcast. Je te propose de conclure en nous rappelant quand est-ce qu'on peut retrouver ce podcast. Podcast, j'abandonne. Oui, c'est ça, c'est chouette parce que ça se finalise enfin. Il devait y avoir un drink normalement avec plein de monde aujourd'hui. Finalement, on se retrouve avec du monde virtuellement, j'espère. Donc, n'hésitez pas du coup à aller voir aujourd'hui l'épisode 1 qui est sorti, où on peut entendre Mathilde Fernandez, Julie de Juicy, Pablo Flori de Court-Circuit, Stan, justement, qu'on a pu entendre du podcast, qui est aussi chez Fakir et Booker. On a l'épisode bonus où on entend du coup Elia qui représente Ona, les 2 autres artistes résidentes francophones, évidemment Céline Maguin qui représente francophone aussi, et Cédric, un coach scénique. Donc toutes les semaines, vous allez avoir un nouvel épisode qui va tomber parce que la saison 1, Vous n'êtes pas seul, va couvrir tout le mois de février. Donc n'hésitez pas. Exactement, sur Radio Panique, tous les vendredis à 14h30 et sur les plateformes de Fakir, Mixcloud, YouTube, Soundcloud. En mars, il y aura aussi Radio Campus. Oui, tout de même. il y aura aussi Radio ici. Campus oui. Aussi Radio Campus et Radio Vacarme aussi à la fin du mois de février pour une super émission sur la santé mentale des artistes femmes. Donc là, ça risque d'être aussi assez tordant comme sujet. Et puis, merci du coup à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui nous ont aidés. Je pense évidemment au Xara, Fédération Wallonie Bruxelles, Sabam, Playwright, Court-Circuit, toujours là avec nous, Jazz Station, et puis surtout aux gens avec qui j'ai pu faire ce podcast qui m'a pris 10 mois, Fabien Hidalgo, Noé Béal, Thibaut Kokelberg, Pablo Fleury encore une fois, Béatrice Deboc, la voix off moi-même, soyez un peu indulgents, c'était ma première voix off, Xara ASBL qui nous a vraiment soutenus tout du long, et puis Clément Nourri et Lynn Cassiers pour ce magnifique habillage sonore. Merci beaucoup, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter, nous voir, que nous avons pris à le faire. Hop. Générique de fin.